GIEC, Pachauri, un Indien, a été très violent par rapport aux glaciologues en fait qui faisaient remonter cette erreur et a même dit voilà que en fait c'était de la science vaudou, donc ça a créé un énorme scandale non seulement dans les médias mais aussi au sein de la communauté des glaciologues indiens qui s'intéressaient à cette question. Et donc le GIEC et surtout son président a dû revenir et s'excuser en fait par rapport à la manière dont il avait très très mal géré cette situation. Et donc en fait il essaye maintenant de plus en plus de contrôler donc ce qu'on appelle de nouveau cette question du front stage et du backstage, donc de s'assurer qu'en fait toutes les informations qui filtrent sur les négociations à l'intérieur filtrent très peu. Les auteurs n'ont pas le droit d'en parler, les délégués en parlent très peu. Alors bien sûr, il y a certaines personnes, il y a des journalistes qui s'intéressent à cette question, il y a des chercheurs qui de plus en plus en fait discutent de ces négociations, mais normalement, un auteur ne devrait pas pouvoir parler de ce qui se passe à l'intérieur du GIEC. Et donc dans cette volonté vraiment en fait de contrôler ce qui filtre sur l'organisation. Et aujourd'hui, donc voilà, il y a vraiment une forte centralisation de ce qui peut être dit. Et donc on entend souvent des auteurs du GIEC qui disent j'enlève ma casquette du GIEC, je parle en tant que citoyen, je parle en tant que chercheur, dans cette volonté de vraiment distinguer ce que l'institution dit et ensuite ce qu'ils peuvent dire en tant que chercheurs. Alors, le GIEC a aussi différents slogans. Donc, comme je le disais, il essaye de se positionner en tant qu'intermédiaire entre la recherche et la politique, et dit par exemple qu'il ne mène pas de recherche. Et donc c'est vrai que le GIEC ne finance pas aujourd'hui en tout cas des programmes de recherche, mais en même temps il structure énormément la manière dont la science est produite et surtout la science du climat, avec vraiment des chercheurs et des programmes, des consortiums qui calquent leurs recherches par rapport aux travaux du GIEC pour s'assurer que leurs publications sont prises en compte dans le dernier rapport du GIEC. Donc il y a quand même une forte orchestration en fait, que ce soit pour le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3 de la recherche autour des questions mentionnées dans les rapports du GIEC. Il y a toujours aussi dans les rapports des sections où les lacunes dans la recherche sont mentionnées par les auteurs et ça permet ensuite de postuler et de candidater pour des fonds et de la recherche pour justement continuer à réduire les incertitudes identifiées par l'organisation. Donc c'est vraiment pas deux processus complètement séparés, il y a vraiment une imbrication entre les deux. Le GIEC dit aussi donc qu'il est neutre, qu'il ne dit pas au gouvernement ce qu'il devrait faire, qu'il n'est pas prescriptif. Là, de nouveau, la frontière, elle est assez floue entre description et prescription, surtout sur les questions aujourd'hui de solutions au changement climatique. Cette question de la neutralité du GIEC, elle est de plus en plus remise en question. Et par exemple, un gros débat qu'il y a aujourd'hui au sein du GIEC. Donc, on parlait effectivement beaucoup parler du futur, et c'est vrai que le GIEC est obsédé par le futur, donc refuse par exemple, certains gouvernements ne veulent pas parler du passé, des erreurs du passé, mais par contre obsession vraiment pour le futur. Et donc le GIEC produit ce qu'on appelle, le groupe 3 en tout cas, produit des scénarios et des trajectoires en fait là en l'occurrence c'était pour rester sous le seuil des 1,5. Et donc le GIEC proposait 4 types de trajectoires en fonction donc, de la courbe et donc d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça paraît assez innocent comme tableau, mais ce qui est intéressant, et ça a été vraiment le cas avec ce rapport publié en 2018, donc le rapport de 1,5, ça a été l'introduction et la mise à l'agenda de ce qu'on appelle des émissions négatives. C'est la question, par exemple, de l'afforestation, de la reforestation, le fait de capturer et de stocker du carbone dans les forêts, par exemple, et la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone dans les sols. Et en fait, le GIEC a été extrêmement critiqué par de nombreux chercheurs, que ce soit en sciences sociales, mais aussi en sciences naturelles. Et aujourd'hui, de nouveau, avec la publication de son rapport de synthèse, il y a énormément de débats sur, en fait, pourquoi le GIEC a mis autant d'attention sur des technologies de séquestration du carbone qui sont, en fait, pas du tout qui sont pas encore là, dont on ne sait pas si elles peuvent être déployées à l'échelle nécessaire pour vraiment avoir un effet sur
le réchauffement climatique. Ce sont, d'un point de vue social, ce sont souvent des technologies extrêmement controversées. L'Allemagne, par exemple, a eu vraiment beaucoup d'opposition à la capture et le stockage du carbone. On parle beaucoup donc de cette séquestration sur les terres, mais on parle aussi de plus en plus, et j'ai vu récemment le GIEC parler aussi de ces technologies de séquestration appliquées aux océans, comme par exemple la fertilisation des océans, une technologie extrêmement controversée que d'ailleurs auparavant, et même BECS, afforestation, reforestation, était considérée comme de la géo-ingénierie. Aujourd'hui, ce n'est plus, le mot ne peut plus être utilisé. On parle de ce qu'on appelle de séquestration du carbone, carbon dioxide removal. Donc il y a un énorme débat au sein de l'organisation sur justement sur cette frontière avec de nombreux chercheurs disant que le GIEC aujourd'hui n'est plus neutre, puisque, en particulier sur cette question de la séquestration du carbone, il intègre dans chacune de ses trajectoires cette question des émissions négatives qui pose énormément de questions. Qui a droit d'utiliser ces émissions négatives, quand, comment, et comment est-ce qu'on s'assure que le carbone reste séquestré de manière durable. Donc ça pose